Rebonjour à toutes et à tous. Donc on vous propose une table ronde COG Alumni, c'est-à-dire une table ronde sur l'idée qui puisse être assez interactive pour vous, d'échanges avec des diplômés en Sciences Po. Diplômés, on entend ceux qui ont passé un master, donc peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont encore en thèse, etc. Mais voilà, à partir du master, qu'est-ce qu'on fait avec un master Sciences Po? Et donc ce projet il est né à la Fresco de cette volonté de faire un peu plus connaître les débouchés des Sciences Po, notamment en dehors de, j'allais dire de la recherche, mais en dehors de la thèse, parce que même dans la recherche on connaît pas forcément tous les métiers. Et donc voilà, on s'est dit que c'était bien qu'à chaque forum, dans chaque ville où on va, on puisse faire se rencontrer des gens qui ont fini leur master et des étudiants qui se posent souvent encore pas mal de questions sur qu'est-ce que je peux faire finalement avec un master. Voilà, donc de ce projet, pendant le Covid, évidemment c'était compliqué de faire des événements présentiels, donc on est parti de la création d'un registre national que vous pouvez retrouver sur notre site, et il y a pas mal d'alumni, alors je ne pense pas qu'il y en ait qui soient là, mais donc je vous invite à vous inscrire après cette table ronde, et le but c'est que vous puissiez présenter de manière assez synthétique votre parcours, ce que vous faites, quel est concrètement votre métier, votre quotidien, et que ça puisse aider les étudiants à voir un peu plus ce qu'ils peuvent faire après. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire sur le site pour accéder à un peu plus d'infos que les profils qui sont visibles quand vous n'êtes pas inscrit, notamment des adresses mail de contact, des détails sur le métier qu'exercent les différentes personnes qui sont sur le registre. Et donc j'enchaîne sans plus tarder avec notre brochette, si je peux dire, magnifique brochette d'invités, que je vais laisser se présenter chacun à leur tour, et vous allez pouvoir faire le lien avec ce que vous avez juste en haut. Donc vous pouvez vous passer le micro si vous avez la voix qui ne porte pas beaucoup comme moi, ou parler directement. Est-ce que tout le monde m'entend ici? Je vais éviter le micro. Bonjour à tous, moi c'est Léa Ruel, je suis doctorante actuellement en anthropologie, et je suis là parce que j'ai eu le master neurosciences po fondamentales appliquées, et j'ai pu faire une thèse à la direction générale de l'armement, en partie grâce à ce double diplôme. Donc à l'heure actuelle, ma thèse porte sur les traumatismes psychiques militaires à l'armée française. Et l'idée, c'était de pouvoir discuter beaucoup avec les équipes de recherche actuelles, d'après les connaissances de neurosciences, et de pouvoir faire de l'anthropologie à côté pour avoir une compétence un peu interdisciplinaire. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Viviane Melgar. J'ai fait ma licence ici à Lyon 2 de sciences cognitives, et j'ai fait mon master pareil de sciences cognitives fondamentales appliquées. Mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans une agence de sciences cognitives appliquées, Efficience, pour laquelle je travaille maintenant. On fait du coup des interventions et des formations en entreprise, mais aussi sur d'autres cibles, comme des associations, des collèges, des lycées. Et j'ai une partie aussi de préparation mentale pour sportifs. Donc là, je me suis spécialisée chez les cavaliers, parce que moi je suis cavalière de compétition. Donc je fais beaucoup de compétitions assez variées, saut, dressage. Ma vie cavalière est aussi variée que ma vie professionnelle, je pense. Et aussi, je suis chargée de TD ici à Lyon 2, parce que j'aime bien Lyon 2 apparemment, mais là c'est bien. Et du coup, je suis chargée de TD de psychologie cognitive pour les licences de psychologie, donc 2e et 3e année. Bonjour à tous. Bon, moi par contre j'ai pas de M2 de Sciences Co. Je savais pas que c'était réservé à ces personnes. Alors j'ai fait une licence de sciences cognitives ici à Lyon 2, en même temps qu'une licence de physiologie à Lyon 1, parce que là-bas je viens plutôt de biologie médecine. Et ensuite j'ai fait neurosciences à Lyon 1, et ensuite j'ai fait de l'économie. Et donc du coup c'est pour ça que je fais de la neuroéconomie aujourd'hui, donc je suis en postdoctorat à l'Institut des sciences cognitives. Et en fait, pour résumer, la neuroéconomie c'est de la psychologie avec de l'argent. C'est étudier le comportement des gens quand ils sont face à des motivations financières qui par exemple rentrent en conflit avec certaines normes morales. C'est sur ça que je travaille. Donc je suis chercheur dans le public. Eh ben, bonjour, moi je suis Etienne Abassi. Moi en premier, j'ai fait d'abord de l'informatique en fait, j'ai fait un BTS en informatique. Et ensuite j'ai bifurqué, donc j'ai fait une licence de psychologie à Montpellier. J'ai fait un master en neurosciences cognitives à Caen, et maintenant je suis doctorant, je suis en thèse à l'Institut des sciences cognitives dans le neuro. Et voilà, je travaille sur la perception visuelle des interactions sociales. Moi, Nicolas Goupil, je fais la même chose avec DBD en termes de recherche. Au niveau du parcours, c'est un peu différent. J'ai commencé à Rennes en licence de psychologie. J'étais nul.
Et après, je suis venu, mais j'ai quand même réussi à venir ici parce que j'ai fait des stages à droite à gauche de recherche. Et là, ça allait plutôt bien, donc ça m'a donné des arguments pour être admis en master à Lyon 2, comment il s'appelle déjà? SCFA. Fondamental. Oui, c'est ça, M2 SCFA. Là, après, c'était bien, c'était cool. J'ai fait des stages aussi à l'Institut des sciences cognitives avec 2-3 personnes et ça s'est plutôt bien passé, ce qui fait que j'ai chopé un poste d'ingénieur d'études avec une des chercheuses qui était là-bas. Et suite à ce poste-là, j'ai pu entamer une thèse dans la continuité des problématiques un petit peu liées. Donc ouais, la perception visuelle, du développement aussi, et l'électroencéphalographie et plein de stats. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ma thèse. Alors moi, pour le parcours, j'ai fait une licence de psycho à Aix-Marseille. Après, j'ai fait une L3 de neuro à Aix-Marseille. Et l'idée d'avoir à la fois une licence en neuro et en psycho, je ne voyais pas trop l'intérêt de faire de la psycho sans la neuro et de la neuro sans la psycho. Donc je suis venu au master SCFA, qui permet de marier un peu les deux. Ça s'est très bien passé. Et en M1, j'ai décroché un stage à l'ISC dans l'équipe de Jean-Claude Dreher. Et ça s'est tellement bien passé que j'ai refait un stage chez lui en M2, et puis au final, je fais ma thèse chez lui. Une thèse en co-direction avec Marie-Claire Villeval, donc où là c'est l'économie comportementale, donc qui est l'ancienne directrice de thèse de Julien. Et après, donc une thèse où je m'intéresse à comment est-ce que les individus font pour estimer les préférences des autres pour des informations, et quelles sont les bases cérébrales sous-jacentes. Comme j'ai une co-directrice en économie comportementale, ça me permet, et que j'ai des bases en psychologie aussi, ça me permet de faire aussi de la recherche purement comportementale. Et je sais pas si c'est, enfin, je pense pas que ce soit commun à tous les labos, mais enfin toutes les équipes de recherche, notre équipe de recherche, on a tendance à beaucoup collaborer entre doctorants, ce qui permet de bosser sur différents projets. Donc autant mon projet c'est sur comment est-ce qu'on estime les préférences des autres, mais ça m'a permis de bosser sur des choses comme la proximité spatiale, comme comment est-ce que les gens réagissent au pot de vin, ou l'impact de la testostérone sur l'évaluation de stimuli. Donc voilà un peu du coup un parcours recherche sur la thèse, mais avec d'autres choses qui sont possibles en même temps. C'était Valentin. C'était Valentin, excusez-moi, Valentin Guillaume. Du coup, moi c'est Margot, j'ai fait ma licence de sciences cognitives à Lyon 2, j'ai fait mon master de sciences cognitives à Lyon 2, et moi j'ai fait, désolé tout le monde, NNC. Et en fait aujourd'hui je fais de la recherche appliquée, donc l'un ne va pas avec l'autre normalement, mais finalement ça va bien. Je suis en thèse un peu particulière, je suis en thèse CIFRE, c'est-à-dire que moi je suis financée par une entreprise. Donc en fait je travaille dans le privé en réalité. J'ai mon sujet de thèse et à côté j'ai fait des missions pour une entreprise en plus. Dans cette entreprise je travaille sur l'accessibilité web, donc comment rendre le web accessible pour les personnes en situation de handicap. Donc ça va de la simple dyslexie où ça rend le contenu web difficile à une personne qui est complètement aveugle et qui navigue avec un lecteur, une synthèse vocale. Donc comment est-ce qu'il peut lire lui aussi le site web. Et qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ma vie? Ma thèse, c'est pas du tout le même sujet. Je développe des outils pour aider à l'apprentissage de l'anglais, donc rien à voir avec la choucroute. Donc du coup, j'ai aussi dans ma thèse une part de valorisation. Donc qu'est-ce que je vais faire de ma recherche? Comment est-ce qu'on va créer réellement les outils à la fin? Est-ce qu'il faut monter une entreprise? Il y a des questions de propriété intellectuelle en plus. Et du coup, j'ai mon côté entreprise où du coup, à la suite, j'ai un poste qui m'attend à la fin de ma thèse que j'espère finir en juin. Et j'ai un poste de directrice de la recherche qui m'attend dans cette entreprise où en fait, il y a une fondation qui est rattachée et où il faut développer complètement le pôle de recherche. Donc pour financer de la recherche aussi bien en interne avec des thèses CIFRE, par exemple, comme la mienne, des thèses en externe où on va juste donner des bourses de thèse pour que les gens puissent le faire dans le public après, ou alors faire des partenariats de recherche avec d'autres instituts, d'autres fondations, etc. Voilà. Okay. Bah, merci à toutes et à tous. Et du coup, moi j'ai une question, c'est par rapport à votre formation en master. C'est quoi la matière ou les matières que vous avez fait et qui vous servent concrètement aujourd'hui? À part des Les stats dans les Ah bah moi pas du tout les stats. Non, moi c'est quand même de l'application du fonctionnement cognitif, donc le fonctionnement cognitif en lui-même est assez important. Et en vrai, assez bizarrement, le neuromarketing c'était pas mal, vu que ça donne
ça donnait une illustration de comment appliquer sur quelque chose où fondamentalement on ne voit pas forcément de lien. Donc moi c'est un peu ce moi, il y a statistique, hein, on va pas se mentir en thèse. Il y a tout ce qui est, en fait, tous les cours de psychologie cognitive et de neuropsychologie, parce que du coup, moi aujourd'hui, je l'applique dans mon quotidien. J'ai besoin de connaître les pathologies, comment elles fonctionnent pour savoir les besoins qu'il y a derrière au niveau accessibilité. Et un autre truc complètement con, c'est les compétences que j'ai acquises avec les stages de recherche. En fait, la méthodologie de recherche qu'on acquiert en faisant des mémoires, même si c'est un enfer. Donc, si vous trouvez qu'un mémoire c'est un enfer, faites pas une thèse, petit conseil. Et en fait, cette méthodologie, aujourd'hui, je peux la mettre dans mon travail pour montrer qu'il y a une caution scientifique dans tout ce qu'on propose ensuite. Et c'est ce qui est surtout reconnu, c'est les compétences et la vocation scientifique de tout ce que je fais. Même d'un point de vue plus pragmatique, le stage, généralement, c'est ce qui va aiguiller où est-ce qu'il y a le plus de chances de faire une thèse. Donc plus tu fais de stages, plus tu as de compétences, plus tu as de possibilités d'être impliqué dans des projets qui vont donner lieu à des publications. Ça donne du crédit, et puis à la fin, si on peut décrocher une thèse avec un directeur de thèse qui va pouvoir apporter une bourse de thèse, et plutôt que de te demander de trouver ton propre financement, c'est une avancée énorme. C'est hyper important. Mais une thèse, c'est pas obligatoire. Une thèse, c'est pas obligatoire. non, Je tiens à dire, il y en a qui n'aiment pas la thèse. Faites pas de thèse si vous voulez pas en faire, hein, c'est pas obligatoire. Peut-être pour un travail aussi. C'est un stage, plus. Non, mais peut-être que ça peut t'amener à décrocher un travail. Ouais, bah moi c'est ce qui m'a amené à avoir du boulot aujourd'hui. Mais honnêtement, une thèse c'est pas obligatoire. Si vous voulez pas faire de thèse, faites pas une thèse parce que il faut faire une thèse. Ouais, que ce soit la recherche ou pas, de toute façon, il faut trouver quelqu'un qui a des sous pour vous payer un salaire. Parce que l'alternative, il n'y en a qu'une seule, c'est de trouver un financement soi-même. Il faut répondre à des appels, des projets. Et c'est extrêmement difficile. Donc si vous y arrivez, bravo. Mais pour être réaliste, à un moment donné, il faut sortir de l'université et s'insérer dans le monde du travail. Je voudrais juste revenir sur la question des matières en sciences cognitives. Honnêtement, à part les stats qui ont vraiment une application très concrète dans le quotidien de la recherche et la programmation, c'est une chose. C'est en gros le fait d'avoir plein de cours variés, ça permet de gagner en flexibilité mentale, genre passer d'une question de recherche à une autre question de recherche, être capable d'être tout terrain, on va dire, intellectuellement, et d'avoir de la culture générale. C'est vrai que des fois c'est bien de focaliser sur une discipline pour déjà commencer à vous spécialiser et vous insérer dans le monde professionnel ou n'importe quoi, mais c'est aussi important d'être curieux et d'arriver à rentrer dans des choses variées, des domaines intellectuels variés, pour qu'ensuite, quand vous serez si vous allez dans la recherche notamment, des fois vous avez des conférences et il y a des gens qui vont vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous étudiez. Et il faudra comprendre, parce que c'est important quand on est scientifique, en tout cas, d'être capable de se poser des questions et de s'ouvrir à toutes les questions qui sont importantes. Et après, peut-être qu'en dehors de la recherche, c'est utile aussi, ça je sais pas. Si je peux rebondir sur ton idée, effectivement, moi, s'il y a un cours qui aurait dû être important, les statistiques, je ne les utilise pas, parce que j'ai fait une neurosciences d'un côté et l'anthropologie de l'autre, et que j'ai gardé l'anthropologie. L'anthropologie, on aime les sociétés sur du petit, sur presque du clinique, qui est en parallèle. Du coup, il n'y a aucun moyen d'utiliser de la statistique, il n'y a aucun moyen de faire de la programmation, parce que je suis sur le terrain avec les militaires dans la boue, globalement au quotidien. Donc moi, toutes ces compétences, je ne les utilise pas du tout. Par contre, effectivement, la capacité de switcher d'un sujet à l'autre, de comprendre la logique de fonctionnement derrière, et quand on ne la comprend pas, d'aller chercher comment ça marche en utilisant les ressources qu'on apprend au niveau du master, ça c'est hyper riche. En plus, l'idée derrière, c'est que vous avez quand même, avec les sciences cognitives, un gros panel de disciplines que vous voyez qui peuvent travailler avec vous. Et c'est ça qui m'a permis, moi, de décrocher mon financement défense, parce que je pouvais communiquer avec tous les neuroscientifiques derrière, avec les médecins de l'autre côté. On arrivait à voir et à traduire les différents types de langage de l'un à l'autre. Et finalement, on se retrouve, grâce aux neurosciences du master que vous pouvez faire, à être capable de comprendre les points de vue des gens pour en faire quelque chose et après communiquer les différentes richesses des différents points de vue. Et ça c'est vraiment, peut-être, au-delà des cours, ce qui m'a le plus aidé d'avoir fait le master. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Vous pouvez poser directement vos questions. Moi j'avais une question, c'est qu'est-ce qui vous a amené, enfin du coup pour la plupart vous avez fait des
thèses. Comment vous avez trouvé votre sujet de thèse? Est-ce que c'est vos stages de master? Vous aviez déjà une idée avant des domaines qui vous intéressaient? C'est pas mal les stages quand même. Ouais. C'est que c'est difficile de se positionner, de savoir tout ce qui existe, parce que souvent c'est quand même des niches, mais de rien. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on apprend de manière généralement théorique, mais après en soi, c'est des thématiques très très précises qu'on ne connaît pas trop à l'avance. Et c'est vrai que pour la thèse, bon, après il y a quand même des générales. Enfin, je sais pas, moi je sais que je voulais travailler sur l'humain, j'étais intéressé par l'IRM par exemple, parce que voilà. Et du coup, j'ai trouvé un stage donc effectivement dans ça. Et après, bon, mine de rien, après je travaillais sur la perception visuelle, mais c'était le sujet de ma chef qui avait en fait son financement pour ce projet. Donc en fait, maintenant, je suis là-dedans actuellement. Voilà. Mais j'ai pas forcément prévu de rester là-dedans, enfin en tout cas dans ce domaine précis, mais je pense que c'est pas mal les stages quand même, quoi. En fait, c'est limite des choix techniques. Est-ce qu'on veut travailler sur l'humain, sur l'animal, dans la recherche du moins? Est-ce qu'on veut travailler avec des techniques de neurosciences, purement du comportement? Et moi je sais que c'est ça qui m'a amené petit à petit à choisir une thèse en économie comportementale, parce que je voulais travailler sur le comportement humain. La neuroscience, ça m'intéressait un peu moins, je voulais vraiment aller sur le comportement humain, mais le sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est ma directrice de thèse qui m'a dit alors tu veux travailler là-dessus, là-dessus ou là-dessus, choisis lequel? Bah celui-là. Et finalement après je l'ai fait mien, ce sujet quand même, et après c'est moi qui l'ai amené vers ce que je fais aujourd'hui. Mais fondamentalement, ce qui est le plus important, c'est savoir au quotidien comment on va travailler. Parce que si on travaille avec des techniques de neurosciences, c'est pas du tout pareil que sur du comportement humain ou que sur des animaux, quoi. Donc ça, c'est des contraintes qu'il faut savoir choisir avant de commencer un stage de M2 ou alors pendant le stage de M2. En termes de recherche publique, je parle. Après, pour donner un contrepoint de vue, moi j'ai fait exactement l'inverse. Je suis un peu atypique quand même, parce que du coup la thèse, vu qu'elle est en anthropologie, en anthropo, tu choisis l'aire géographique sur laquelle tu veux travailler. Ensuite, tu choisis la thématique, donc les caractéristiques de l'humanité, la religion. Moi, je choisis la souffrance et la santé mentale. Tu construis ton sujet, tu vas voir quelles questions tu veux te poser et dans quel groupe tu veux voir comment ça fonctionne. Et ensuite, tu te débrouilles pour trouver un directeur, un financement, obtenir les autorisations pour aller là où tu voulais aller. Donc en fait, c'est genre, j'ai pas envie de dire la voie casse-pied, mais ça existe aussi cette possibilité. Tu peux choisir que tu veux travailler là-dessus et te débrouiller derrière. Mais a posteriori, je dirais que peut-être c'est beaucoup trop coûteux pour le faire sans que le sujet te tienne vraiment à cœur. Tu as beaucoup de chances d'abandonner au cours. En fait, c'est ça, au cours de la thèse, le sujet il est un peu loin. Le quotidien, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien, sur quoi tu travailles, quelle technique tu utilises. Et typiquement, il y a un monde entre faire passer des sessions IRM et puis faire des expériences comportementales ou aller sur le terrain. Enfin, il y a des contraintes personnelles aussi, il faut qu'on soit capable d'accepter ça. Il faut que le sujet il nous passionne suffisamment pour qu'on puisse accepter ces contraintes-là. Donc, c'est pour ça que l'aspect technique aussi, du moins en plus côté neurosciences ou psychologie, comportement, est assez important. Après, je pense qu'il y a un des premiers choix à faire, c'est con, mais comme on est sur les sciences cognitives, ça va être quelle est la fonction cognitive qui t'intéresse le plus. Moi, c'était de la prise de décision, donc je suis sur la boîte de prise de décision. Et après, à force, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait là, c'était qu'est-ce qui se passe quand l'individu est en contexte social. Donc, déjà, ça m'a permis de réduire et de me dire, ok, je ne vais pas faire de la prise de décision un individu isolé, mais je veux savoir ce qui se passe quand il est dans un contexte spécifique. Et après, il y a le directeur de thèse qui va t'amener quelques indices, des propositions. Moi, j'ai un financement, ça s'appelait Préférences Institutions. En fait, ça m'a guidé parce que je me suis intéressé aux préférences et mes stimuli, c'est en rapport aux institutions. Enfin, c'est con, mais tu pioches des infos comme ça au fur et à mesure et en fonction de ce qui t'a plu un peu dans tes études, de ce qui t'a plu dans tes stages, tu te construis un petit peu une voie, si tu as la possibilité de te construire une voie. Il y a quand même beaucoup de situations dans lesquelles le directeur de thèse a déjà un financement pour un projet spécifique. Et si tu rejoins si tu acceptes d'être financé par ce financement-là, tu as un projet directement. Globalement, on peut faire un peu ce qu'on veut. Moi, je suis plus au milieu de vous tous, en fait. J'avais un stage de M2 que j'avais déjà en M1. En fait, mon stage de M2, mon sujet de mémoire de M2, c'était la continuité de mon M1. Et après, ma directrice voulait que je fasse une thèse, moi je voulais pas en faire. Et en fait, c'est dans un projet complètement autre qu'elle a trouvé une entreprise qui était intéressée par nos travaux, qui a permis de faire une thèse CIFRE. Et en fait, c'est par la thèse CIFRE que moi je suis allée en thèse. Mais on n'a pas eu à chercher de financement, parce qu'à l'initial, nous, on n'avait pas de financement. Elle voulait que je continue en thèse, mais dans ce cas-là, il fallait trouver un financement en plus. Donc un peu comme Léa, et finalement, après, un peu comme les autres, il y a un financement qui nous a un peu tombé dessus, qui a permis de financer le projet après, quoi. Donc t'as vraiment des situations
complètement différente. Faut pas Et sous-estimer le rôle du hasard. Ouais, c'est ça, complètement. Et de la chance. Pour Mais il a dit un truc très juste, c'est-à-dire partez pas en thèse si vous n'avez pas un sujet qui vous passionne. Effectivement, il y a beaucoup de contraintes de temps, c'est beaucoup de travail, une thèse. C'est les derniers mois de mémoire, un peu l'enfer là, que tout le monde connaît. Ben, en fait, ça c'est 3 ans au moins. Minimum. Minimum. Personnellement, vous mettez un peu votre vie entre parenthèses aussi, les projets perso. Enfin, c'est vraiment un gros investissement parce que ça devient votre bébé, votre projet, et vraiment on s'empare de notre sujet et on est fier de notre sujet et on veut des résultats, on veut que ça avance, donc on est prêt à beaucoup de sacrifices, mais pour ça il faut apprécier son sujet. Ouais, puis même si tu apprécies ton sujet, il y a un moment où... Ou t'en as marre. Il y a un moment où le sujet dégoûte. Moi j'ai une période en 2e et 3e année où ce que faisaient les autres scientifiques, ça m'intéressait pas. Je ne voyais pas l'intérêt. Même mon sujet, je savais qu'il fallait que j'avance, mais mon sujet il m'a dégoûté. Et encore heureusement que j'ai plusieurs experts dans mon sujet, parce que si une expert me dégoûtait, il y a toujours le temps de me rattraper. C'est très dur, il y a des doutes, il y a des moments comme ça. C'est du yo-yo la thèse. C'est du ouais. Mais que moi j'ai jamais été dégoûtée de mon sujet parce que j'ai toujours su, comme je fais une thèse appliquée et que j'ai un logiciel derrière, j'avais toujours, ouais je vais là. La thèse me gonfle, mais la fin, il y a quelque chose et c'est cette fin que je veux. Et c'est ce truc qui m'a fait honnêtement tenir. Parce que j'aurais abandonné ma thèse en première année. Vous avez une belle brochette de doctorants en partie, mais avec un master de sciences cognitives, on ne peut pas faire que des doctorats. Ça, qui va ouais, aussi on peut faire plein d'autres choses. Pour le coup, je pense que c'est vraiment une des formations qui offre le plus de perspectives. Le fait d'être spécialisé dans plein de choses, les statistiques, tu peux faire du data science, il y a le neuromarketing, il y a je pense avec les politiques publiques, il y a beaucoup de choses qui s'offrent. Je ne sais plus quel prof nous avait sorti une fois qu'en sciences cognitives, il fallait inventer son métier. Ouais. Bah c'est vrai. Créez votre métier. Et de manière générale, hein, il n'y a que 10% des métiers actuels qui seront les métiers de demain. Avec le changement, avec les changements mondiaux à l'heure actuelle, les métiers de l'avenir, on ne les connaît pas encore, ils sont à construire. Et avec une neuroscience en appui, vous êtes quand même peut-être mieux outillé qu'une partie des autres pour créer ce que vous voulez. Petit témoignage, ça a été mon cas, j'ai créé mon métier. Et ben voilà, tu vois, c'est pas que des conneries. Moi j'ai pas fait de thèse, je voulais faire une thèse. Et puis en fait, en avançant, d'ailleurs grâce à la Facebook, je vous remercie, ma thèse, ça a été de créer une entreprise innovante avec un labo et de créer un domaine d'application à l'ingénierie pédagogique. À l'époque, c'était 2006, hein, ça se faisait très peu. Aujourd'hui, on est ravis, ça a pris une évidence, mais à l'époque, c'était pas le cas. On a un certain nombre comme ça qui ont inventé des métiers. On a fait de l'édition logicielle, du conseil, de la formation de formateurs, de toute façon, avec des nouvelles des techniques qu'on a développées. On a pris 2-3 ans de travail comme ça, c'est pour ça que je dis c'était un peu ma thèse à moi. Et on est quelques-uns comme ça de l'époque à avoir inventé le métier. Bah, nous, on a inventé, la personne avec qui je travaille, Lucie Garnier, elle a inventé son agence, elle a inventé une façon d'appliquer les sciences cognitives au quotidien et aux entreprises en liant les sciences cognitives avec le sport. Donc oui, on a un sciences cognitives, clairement, tu rentres là-dedans et tu sais pas comment tu vas ressortir, mais tu y vas, quoi, et tu sais qu'il y aura quelque chose au bout, et ce quelque chose au bout, moi, ça a pris tout à fait son sens dans mon stage de fin d'année, en fait. J'ai fait cette rencontre, on parlait de chance et de hasard tout à l'heure, exactement pareil. J'ai eu la chance de la rencontrer et ça a pris sens. Et du coup, c'est l'application pure et dure des sciences cognitives aux entreprises, même en préparation mentale, aux individus en soi. Donc c'est pas grave si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie. Ouais. On est tous découverts sur le tard en fait. Exactement. Et on a de la chance d'avoir découvert, je pense. Oui, c'est ça. Oui, et puis après, je sais pas pour vous, moi je sais ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma thèse. Non, moi ça y est, mais j'ai un avenir. la perspective de vie, toi t'as un avenir. J'ai un avenir depuis 6 mois. C'est dur. De toute façon, se projeter trop loin, c'est pas on va, pandémie après pandémie, etc. Bon. Ouais, non, c'est clair. Même avant la pandémie, c'était pas très facile. C'est ça. Je fais ma thèse avant la pandémie. T'as pas eu une thèse Covid, toi? Non. Putain, j'ai eu un post-doc Covid, je me demande ce qui est le pire. Je sais pas, est-ce que tu peux aller en conférence? Ça la tête. Ah, il y a le salaire. Ah, il y a le salaire. Covid, elle, c'est pas ouais, mais moi j'ai une thèse chiffre, alors le salaire, ça va. C'est vrai, c'est une vraie question. Est-ce que finalement, vraiment, en thèse chiffre, on est mieux payé qu'en ouais. thèse... Mais ça tend à se réduire. En fait, ouais, on a des salaires équivalents quand même. Ouais, mais toi, t'es bien financé.
Fais pas de tenter de généralité. En vrai, c'est bon. les thèses, en fait, quand tu regardes par exemple les thèses par les bourses de l'école doctorale, il y a un salaire minimum qui tend à devenir le même qu'en thèse CIF. Mais en fait, en thèse CIF, il y a vraiment un minimum imposé par l'État, parce qu'en fait, l'État aide les entreprises, reverse plus de la moitié du salaire à l'entreprise. Donc en thèse CIF, on coûte rien. C'est pour ça que moi, j'ai démarré ma thèse CIF dans une petite start-up lyonnaise où on était 5, quoi. Et elle venait de virer 4 personnes, ma chef, parce que ça faisait trop de frais. Mais moi, elle a pu m'embaucher parce que en fait, je lui coûtais 10 000 balles l'année, quoi. Ce qui est absolument rien pour un bac plus 5. Donc à l'initiale, oui. Bon, maintenant, j'ai beaucoup monté en salaire. C'est très rare les thèses CIF qui sont au salaire minimum. Il y a 75%, je crois, des thèses CIF qui sont plus hauts que le salaire minimum. Donc seulement un quart des thèses CIF qui sont le minimum. Mais en fait, il y a des aides d'État de partout. Donc oui, tu es mieux payé. Sur le salaire minimum, il est toujours un peu plus haut. Par contre, tu as 5 semaines de vacances, tu es employé. T'es salarié. Moi, je suis salariée aujourd'hui. Donc, la plupart ont un peu plus de semaines de vacances que moi. Moi, j'ai mes 5 semaines de congés payés. Mais comme j'ai un contrat à 36h50. Donc, en fait, j'ai des RTT. J'ai pas 35 heures par semaine. Donc, il y a d'autres avantages en fait, qui viennent avec la thèse CIF. Après, honnêtement, quand tu es doctorant, avoir 7 ou 9 semaines de vacances, je ne comprends pas vraiment. Déjà, moi, mes 5 semaines, je galère à les poser. Donc, il y a des pour et des contre. Ça amène pas aux mêmes choses. Il y a d'autres contraintes aussi. La contrainte du salaire, c'est con, mais moi, personnellement, 4e thèse, je la sens vraiment. Le salaire qu'on a en tant que doctorant, au bout d'un moment, ça devient un poids parce que ça te limite vachement quand tu perds des aides, parce que tu deviens trop vieux, parce qu'il n'y a plus les APL. C'est con, mais au bout d'un moment, ça n'aurait pas été un facteur décisif, mais c'est quand même une belle épine dans le pied. À la fin, surtout. Surtout à la fin, ouais, quand tu grandis. Après, c'est pas un SMIC non plus, hein. C'est un peu plus haut que le SMIC, hein. Faut pas croire que c'est 1004 maintenant dans le minimum public. Oui, c'est ça, voilà. Maintenant, c'est devenu le minimum. Le CNRS est passé à 1007, je crois. Ouais. En fait, le gros problème, c'est que ça dépend d'où vient votre financement. Généralement, si votre financement passe par une fac, enfin Lyon 2 ou Lyon 1 ou autre, attendez-vous à être le moins payé de tout le public au niveau recherche. Hein. Sauf cas exceptionnel. Sauf quand on a l'armée derrière. Sinon, allez à l'armée, vous allez bien payer à l'armée. Vous avez de l'argent là. Après, il y a le CNRS qui paye un petit peu mieux, mais là c'est rare, c'est plus rare. En fait, c'est en train de tout changer un peu. Donc, ouais, mais il y a un minimum qui devient obligatoire dans les thèses publiques, qui devient effectivement 2400. Et alors qu'en thèse CIF, le minimum c'est 1600 net. Et le CNRS c'est 1600 net maintenant aussi. Ouais. Après, concrètement, le tout c'est qu'il peut y avoir ce truc des fois que tous des potes qui font la sorte de club d'ingé, du coup commencent à se mettre avec quelqu'un, faire un projet d'acheter quelque chose, faire un crédit, un truc comme ça. Et c'est vrai que quand on va sur une thèse, c'est des projets très concrètement qu'on doit repousser. Si on a ces projets, on ne peut pas avoir ce genre de projet avant 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans. Parce qu'en fait, non, on n'a pas un CDD en sortant, on a un CDD sur 3 ans, donc en fait on n'a pas de crédit, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses peut-être en prendre en compte. C'est plus de la trentaine, par exemple. Voilà, c'est la prochaine, c'est ça. Mais par exemple, moi je m'en fous. Mais... Ça fait partie des sacrifices personnels dont je parlais en fait. C'est simplement que, ouais, on va pas faire comme tous nos potes. Moi là, il y a des bébés partout autour de moi. Il y a des mariages partout autour de moi. Bah, moi, j'ai pas fini mes études. Même des achats, des maisons, etc. Voilà, c'est ça. Peut-être dans 3 ans, les banques elles me prêteront. Quand j'aurai fini mon postdoc, j'aurai fini la thèse, puis le postdoc, et que j'aurai un poste titulaire. Vous faites une thèse CIF, il y a des postes derrière. Vous avez un poste dans les 6 mois dans plus de 90% des cas. C'est pas moi comme je dis quand même. Moi j'ai signé mon contrat avant ma dernière année. Oui, dis-nous. C'est peut-être très naïf, mais quand vous parlez de financement, c'est le matériel de votre recherche plus votre salaire, ou vous avez un financement pour le matériel de la recherche, ou je ne sais pas, et à côté vous devez vous débrouiller pour trouver un mécène pour avoir un salaire pour vous. T'as les deux. D'accord. Alors généralement dans le public, le truc central c'est les écoles doctorales, elles ont une quantité de financement de thèse. Il y a un concours qui dépend de plein de facteurs. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour le master sciences cognitives. Ça dépend de l'ED, Ça dépend de l'ED, ouais. L'ED UNESCO, par exemple, je sais qu'il y a 4-5 financements en général, grand max. Vous êtes 30 ça dépend de l'université. Mais c'est pour ouais, tout salaire. Il y en a 4 à Lyon 1 et 2 à Lyon 2. C'est le salaire de manière générale. Tu rentres dans une équipe qui a déjà son matériel et tout ça. Et généralement, toi, c'est ton salaire en fait. C'est plutôt pour pouvoir être que la personne pour qui tu travailles, le chercheur pour qui tu travailles en fait, ait l'argent pour te payer en fait. Mais après, le chercheur lui a déjà de faire le taf pour avoir son financement pour payer des moyens. De toute façon, un doctorant ça coûte 140 000 €
150 000 € pour 3 ans, vous dépensez jamais 150 000 € 100 000 en expérience. Hein. 130 000 pour ma thèse. C'est 36 Putain, 000. toi t'étais bien. Non, j'étais mis 3. Non, mais t'avais tous les... Par exemple, là, moi, la thèse que j'ai faite de défense, elle est financée où il y a le salaire du doctorant et à côté, on doit avoir 9 000 € à l'année pour tout ce qui est conférences, déplacements, terrain, frais de train, etc. etc. Et puis derrière, s'il y a encore d'autres frais à prévoir pour tout ce qui est matériel, et ben, c'est pris en charge autrement. Donc ça va dépendre du contrat. Mon financement, je crois que j'ai été financé, il y avait mon salaire, du matériel informatique qui était prévu, des sous pour faire des acquisitions IRM, pour payer des participants. Et en fait, il y a un appel d'offres qui a été répondu. Pour l'appel d'offres, ils ont prévu, ok, pour tel projet, il faut un doctorant, peut-être 1 ou 2 stagiaires, peut-être un postdoc. Il va falloir 4 nouveaux PC, il va falloir faire passer 60 participants IRM, par exemple. Et ben, dans ce cas, tout ça, c'est prévu dans un package. Et du coup, c'est le financement que tu vas essayer de choper. Et dans ce financement, il y a ton salaire. Et si tu es école doc, peut-être que c'est financé par l'école doc. C'est seulement le salaire sec. Voilà. Ça dépend vraiment du financement que tu as obtenu. Et en thèse CIF, tu as ton entreprise qui te verse ton salaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un truc un peu à la con, mais en gros, nous, on est considérés comme salariés, et en fait, le laboratoire auquel on est rattaché, il considère qu'il nous prête du temps de chercheur et un bureau. Donc en fait, l'entreprise indemnise le labo. C'est des montants un peu farfelus, mais typiquement, tu vois, moi, de frais de fonctionnement, j'ai eu plus de 20 000 balles pour toute ma thèse. De frais de fonctionnement uniquement. Donc c'est-à-dire, c'est pour payer mes participants, acheter des ordinateurs, aller en conférence, machin, et c'est un montant qui est énorme. Ça, c'est pas de sa poche. C'est mon entreprise qui a payé ça pour que je puisse faire ma thèse correctement. En plus de mon salaire. Pour vraiment vulgariser, c'est une entreprise qui donne à ton labo un argent, une sorte d'argent de poche que ton labo dépense. En fait, c'est ça. En fait, ça a permis d'indemniser En fait, ils versent directement au CNRS et ça a permis d'indemniser le CNRS, si tu veux, le temps de recherche du chercheur. En gros, c'est comme si mes directrices, elles prenaient 10% de leur temps, 20% de leur temps qu'elles offraient à l'entreprise pour faire la recherche. Et à côté, le reste de l'enveloppe, ça a permis de faire du frais de fonctionnement de vie en laboratoire. Juste pour simplifier, c'est pas de l'argent que vous voyez en fait. C'est de l'argent qui... Si, celui-là, je l'utilise moi par contre. Oui, tu l'utilises, mais... Il va pas dans ta poche. Mais non, il va pas sur mon compte. Il est pas enregistré dans le fourniture de ton bureau en mode... Non, j'ai pu acheter des cadeaux, des jeux et tout. Des jeux, des livres, des romans. Après, voilà, globalement, une fois que tu as eu ton financement, après c'est bon normalement. Soit c'est la personne qui t'embauche, le chercheur a déjà son financement pour toi, donc ça comprend tout le package, soit toi tu le chopes pour une école doctorale ou une cifre, mais du coup c'est tout ensemble, quoi. Tu vas pas devoir chercher encore un truc en plus, quoi. Tu vas pas acheter de bière. Voilà. Le seul souci, c'est si tu débordes tes 3 ans de contrat. Oui, c'est vrai, c'est un point important. Parce que ça arrive assez souvent, effectivement. Ça arrive assez souvent, et si tu débordes, ils ne financent pas systématiquement de rallonge. Ça dépend. Moi j'ai eu l'occasion d'avoir une rallonge, mais c'est pas. Donc il faut aussi prévoir que les thèses, notamment en Sciences Po, je sais pas trop la moyenne, mais en anthropo, nous c'est 73 mois, ça fait un peu plus de 5 ans la moyenne pour faire une thèse. Et quand on arrive à avoir un financement, ce qui est à peu près 3% des thèses doctorales en anthropo qui sont financées facilement, avec le financement usuel, sinon c'est de la recherche. Quand tu dépasses, tu sais que tu finances 3 ans, et après tu as encore en moyenne 2 ans à trouver un financement additionnel. Et tu peux pas te réinscrire en école doctorale sans financement. Ça c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que chaque année il faut se réinscrire à l'école doctorale. Pour démarrer une thèse, il faut justifier de 3 ans de financement. Et une fois que vous êtes dans ces 3 ans, chaque année, il faut rejustifier que vous avez toujours bien correctement votre financement. Et après, quand on arrive en 4e année, il faut déjà une dérogation de l'école doctorale, donc pour 5e, 6e et 7e année, pareil. Et en plus, pouvoir justifier d'un financement... Pourquoi tu rigoles? Non, c'est le 5e, 6e, 7e année, c'est celle-là, j'étais trop... Ouais, en fait, ça, faut pas avoir peur, mais il y en a qui sont... Il y a des thèses qu'on appelle autofinancées, par exemple, des personnes qui sont psychologues ou orthophonistes, qui font 50% de leur temps de travail sur leur thèse. Donc par exemple, ils vont faire 50% de pratique et 50% de thèse. Donc en fait, ils sont autorisés à aller jusqu'à 6 ans de thèse, parce qu'ils font une thèse à mi-temps. Après, avec des bons motifs, moi j'ai une co-thésarde sous mon directeur, c'est sa 9e année. Hein. Donc, oui, mais toi c'est de l'anthropologie. Oui, mais ça veut dire que c'est possible d'aller au-delà sur certains motifs. C'est ça. C'est juste qu'après, débrouillez-vous pour faire. Ouais, ça dépend un peu des écoles. Il y a des écoles doctorales qui sont plus ou moins flexibles. C'est sciences dures un peu versus sciences humaines sociales en fait. C'est ça, genre droit, histoire, anthropo, ils doivent être peut-être plus
flex sur le temps, mais par exemple en NSCO, ça, Neurosciences Cognitives, NSCO, eux c'est 3 ans, basta. Ils veulent pas. Là, avec le Covid, 4 ans, ça se fait. avec le Covid, quand tu travailles avec certaines Même sans populations, Covid, tu peux. Mais genre, franchement, il faut des bons arguments. Alors, si je peux sortir un peu des détails de la thèse et revenir un peu à... Ouais. Vas-y, recentre. Ouais, j'essaie d'apprendre le truc. Alors, en gros, un des trucs qui revient un peu à la fin des études ou même juste après, c'est en fait cette différence entre le discours que vous avez qui... En fait, on voit que vous êtes un peu de l'autre côté du fossé, quoi. Vous êtes passé de l'autre côté et vous dites en fait ça va aller. Mais en face de vous, il y a des gens qui sont plutôt avant le fossé. Ils n'ont pas encore passé. On est effacé de notre mémoire cette période. Voilà. Et c'est un peu le truc de vous allez l'écouter, leur dites mais allez-y, vous inquiétez pas, ça va aller. Et eux ils se disent ouais c'est facile à dire une fois que t'es passé. Mais finalement comment on fait quand on est entre deux, donc quand on est en fin de master, qu'on n'a pas un stage qui nous plaît, qu'on n'est pas dans une formation où on est sûr d'être capable de créer son métier, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde d'avoir cette capacité à innover, à créer un truc, à aller se vendre sur des compétences pour le marché du travail. Qu'est-ce qu'on se dit en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous êtes passé de je suis en master, je suis pas encore sûr de ce que je veux faire, ah ça y est, là j'ai trouvé, je fais ma thèse, ou je vais faire de la prépa mentale, d'ingénierie pédagogique. Comment on passe de l'un à l'autre en fait, c'est quoi les étapes? Et, franchement, s'il y a un truc par rapport à ça, on en parlait tout à l'heure avec David, il faut être relax. Genre, si tu as ton projet, tu saisis les opportunités, tu suis ta passion, tu nous vois. Si ça foire pas, c'est pas grave, tu vas vivre. Tu as d'autres choses à faire, genre tu cherches les opportunités, peut-être que ton stage ça va foirer, tu vas te retrouver sur le monde du travail après la thèse, tu vas pas savoir où aller, ça va prendre quelques années, quelques mois, si tu as de la chance, quelques mois. Peut-être un peu moins, et puis à un moment donné tu vas trouver quelque chose. Il y a pas de, c'est pas la fin, c'est juste difficile de rentrer dans le pro, mais tu finiras par y rentrer. Enfin, vous finirez. Après, moi je pense qu'il faut être flexible aussi, quoi, parce que en gros, en soi, c'est l'exemple que vous disiez, si on a un stage qui ne plaît pas à un endroit, on fait autre chose en fait. C'est-à-dire que si on fait le master à Lyon et qu'on veut chercher absolument une thèse à Lyon, peut-être ça va être compliqué. Après, si on s'ouvre, qu'on est prêt à bouger en France, qu'on est prêt à bouger à l'Europe, à l'étranger, ça ouvre quand même beaucoup plus de portes et beaucoup plus de... Parce que des offres, après, il peut y en avoir. Il y a aussi un truc de dire, bon, à un moment donné, si on trouve des labos avec quelque chose qui intéresse, contacter des chercheurs, montrer son intérêt et tout ça aussi, c'est des choses qui jouent, quoi, qui peuvent jouer. Et à un moment donné, créer un contact. Alors, il y a une partie de chance, mais il y a aussi une partie d'essayer de contacter, de faire des candidatures ciblées, en fait, ouais, en étant flexible en fait, pas forcément juste dans sa bulle, quoi. Et je pense que ça peut vachement jouer aussi. En fait, fouiller. Ouais, voilà, fouiller. Parce que moi, je sais que j'ai fait un stage de M2 qui ne me plaisait pas. C'était en neurosciences pure et dure et ça m'a pas trop plu. Et finalement, j'ai trouvé ma thèse en économie comportementale juste parce que je suis allé sur le bon site internet, j'ai vu il y a une offre de thèse. Il y avait une conférence dans mon laboratoire, je suis allé voir ma directrice de thèse. Je lui ai fait bonjour, vous avez un financement? Moi ça m'intéresse. Et voilà. Et juste parce qu'en fait j'ai passé ma vie à fouiller tous les labos de recherche qui pouvaient m'intéresser, etc., etc. J'ai postulé à Zurich, j'ai postulé en Allemagne, j'ai postulé en Angleterre. Je me suis fait recaler dans les 3. Bon. C'était tout simple. Ne vous inquiétez pas, la recherche, vous allez vous faire recaler, c'est normal. Même en recherche. Même en dehors de la recherche, il faut créer ces opportunités. C'est vraiment ce que vous dites. C'est faut être déterminé. Vous êtes à la fac et beaucoup de personnes ont des stéréotypes sur la fac, sur l'université, surtout dans le monde du travail. Vous ne sortez pas d'une école, vous sortez de l'université. Donc il faut avoir la niaque, il faut défendre ses idées. Et il ne faut pas avoir peur d'y aller, de postuler à plein de choses, de rester ouvert, de rester flexible. Et moi, mon Master 2, j'ai eu la chance de faire un stage qui m'a énormément plu et avec lequel je continue de travailler. Mais en M1, par exemple, c'était pas quelque chose qui me plaisait, c'était du labo. Et moi, contrairement à vous, je suis pas très recherche. Thèse, ça n'a jamais été mon objectif. Et je l'ai fait, je suis restée ouverte. En fait, ça m'a plutôt plu. Ça m'a fait découvrir quelque chose sur lequel je n'étais pas forcément plus de base très à l'aise. Et faut rester déterminé, surtout de manière générale. Il faut trouver son objectif et il faut y aller. Et pour trouver son objectif, ça passe par une phase de recherche. Donc il faut retrouver, comme tu dis, tu as cherché sur des sites internet, il faut contacter des personnes. Moi personnellement, j'ai rencontré la personne avec qui je travaille, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn. Parce que ce qu'elle faisait, j'avais des questions. Et en fait, on s'est posé des questions, on s'est rencontrés et ça a été un match professionnel parfait. Mais j'avais contacté d'autres personnes, j'avais contacté d'autres entreprises. Et en fait, c'est en faisant du contact, parce qu'il y a de la recherche, mais il y a aussi des échanges. Là, on est là pour donner notre expérience de ce qu'on a vécu.
Du coup, ça vous fait voir des expériences qui sont possibles, mais aussi il faut garder votre expérience personnelle. C'est là, il y a eu des thèses, vous avez beaucoup, enfin, c'est des opportunités. J'aime pas forcément dire chance, parce qu'en soi, vous avez cherché, vous l'avez provoqué d'une certaine façon. Donc faut y aller. Avant le fossé, on sait qu'il y a plein de possibilités et on ne sait pas ce qu'on peut avoir derrière. Après le fossé, c'est juste qu'on a testé toutes les portes et on a pris celle qui nous tentait. Et je pense qu'on a tous nos financements, etc. Mais des dossiers de financement, j'en ai écrit quelques-uns. Des démarches pour aller voir des directeurs, j'en ai écrit quelques-unes. Si je suis arrivée thèse défense, on ne la connaît pas hyper facilement cette thèse-là. C'est que tu testes, tu tombes, tu te relèves, tu recommences. Il y a plus de bouts de ce côté-là, tu es plus sale, c'est pas grave, tu vas pas par là, tu changes. Et c'est pareil pour toute la logique de ce que vous êtes là, vous êtes hyper polyvalent, puisque vous êtes en neurosciences. Donc vous ouvrez le site de l'ONU, vous voyez des titres de postes, vous regardez, la fiche de poste elle correspond, bah, peut-être ça me tente, et puis je peux apporter une expertise parce que moi tout ce qui est patho, j'ai quand même pas mal de connaissances, je peux discuter avec scientifique. Vous postulez, ça revient pas. Et vous faites ça 100, 200, 300 fois, vous allez avoir une dizaine d'options, une quinzaine d'options, une cinquantaine d'options si c'est pas genre de promo, vous verrez, c'est pas... Donc avant le fossé ça fait peur, bah ouais c'est fastidieux, tu testes. Puis le stimulus il donne quelque chose, ça dépolarise ou pas. Moi j'ajouterais que en fait je l'ai été dans ce fossé avant justement la thèse cible parce que je voulais pas faire thèse et du coup c'est là où je me suis posé les questions de... Je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser déjà avant de tester toutes les portes, c'est vers quel type de porte je vais. C'est-à-dire est-ce que je veux faire de la recherche, est-ce que je veux plutôt aller en entreprise, est-ce que je veux créer quelque chose. Déjà je pense que c'est la première question à se poser parce que ça va beaucoup orienter. Si on veut faire de la recherche, on va aller rechercher des financements, des directeurs, des projets, contacter les gens dans ce domaine-là. Si on veut aller vers l'entreprise, quel type d'entreprise? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Vous imaginez, dans l'année prochaine, c'est quoi la journée type de rêve? C'est quoi ma journée type de rêve? Est-ce que c'est de voir des gens? Est-ce que c'est de faire du conseil avec d'autres personnes? Est-ce que c'est être devant mon ordi et me casser la tête sur un truc parce que j'adore me casser la tête? Je pense qu'il faut d'abord se poser ces questions-là et une fois que vous savez vers quoi vous orienter, après vous pouvez entamer toutes ces démarches qui font que vous aurez les opportunités. Mais je pense qu'à un moment, il faut juste se poser la question de, en fait, c'est quoi pour moi une journée type de rêve? C'est quoi mon poste idéal? Rêver. Faut se permettre de rêver grand, de ne pas se mettre du tout de barrière. Et une fois qu'on rêve, moi mon poste de rêve c'était faire quand même un peu de recherche parce que j'aime bien ça, mais en même temps aider les gens. Je voulais aider les gens. Mon but dans la vie c'était d'aider les gens. Et en fait c'est le poste que j'ai aujourd'hui. Donc rêver, faut pouvoir rêver grand et après vous trouverez les opportunités pour arriver à votre rêve. Puis un des avantages aussi de la formation, je reviens sur le rêver grand, c'est que globalement vous avez 5 ans d'études sur le comportement humain. Vous avez développé une expertise mine de rien pendant 5 ans sur quelque chose qui est le comportement humain. On ne peut pas se passer de ça. On parle de base cérébrale, de fonctionnement cognitif, d'analyse statistique, tous ces trucs-là qui sont à la fois des compétences qui vont être vachement utiles pour comprendre comment est-ce que la communication se fait. Je sais pas, par exemple, quand vous matez les infos, que vous voyez un graphe, vous êtes capable de l'interpréter. On parle de comportement humain, de comment fonctionne la mémoire, etc. Enfin, c'est des compétences qui sont extrêmement transversales, qui sont extrêmement valorisées aujourd'hui, parce que les neurosciences, je pense que il y a eu un gros boom depuis les années 90. Vous foutez neuro ou cognitif quelque part, vous ouvrez des portes. Ouais, en fait, c'est ça. C'est con, très bien. Mais franchement, ça marche hyper bien. Les gens ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière, hein. Mais ils vous demanderont derrière, on t'a embauché pour ça, du coup tu fais quoi? Voilà, vous allez devoir broder tout seul, mais ça marche bien. Puis vous avez réussi à le faire, à le produire, parce que mine de rien, vous avez fait des mémoires, vous avez fait du travail de recherche, vous êtes capable de chercher de l'information, de la trouver. Enfin, on a une expertise qui est assez ouf, je trouve. Il manque un cours de valorisation des compétences. La fresco, vous pouvez faire ça? Ouais. Exact. La PEC. Est-ce que ta boîte finance Tu veux que je finance? Tu me fais de l'accessibilité web et je finance? Ouais, pour les bilans des compétences et tout, une fois que vous avez master, c'est la PEC, APEC. Ils font des séminaires hyper réguliers et ils démarchent les thésards facilement sur les gens d'école doctorale, mais vous allez les voir, ils aident à trouver un job et ils font des bilans. Ouais, puis les recruteurs ils sont curieux aussi en général, c'est pareil, quand sur un CV il y a écrit master, Sciences Po et tout ça, même s'ils ne savent pas si ça le fera ou pas le poste, mais ils aiment bien rencontrer les gens, c'est rapide pour eux, ça n'entretienne plus, et c'est vrai que voilà, donc après c'est savoir comment ça se passe pour l'aventure. Sur la période de transition où il faut chercher tout ça, ce qui est assez pragmatiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre ça au sérieux, genre la recherche, ça prend du temps, c'est long, c'est dur, c'est beaucoup de refus.
Et quand on sort de la fac, on a un peu en mode, on a un agenda, on a pris l'habitude de faire un peu ce qu'on nous a dit de faire pendant les études. À un moment donné, vous rentrez dans le monde du travail et vous devez devenir entrepreneur. Vous devez assumer que là, vous allez faire 8 heures peut-être par aujourd'hui. Vous allez envoyer des CV, faire des demandes de financement, lurker sur Internet pour trouver des informations. Il faut le prendre au sérieux. Il faut prendre peut-être, vous n'avez peut-être pas fini votre master, ben, commencez déjà peut-être 1 heure par jour à regarder des opportunités, des marchés, faites de la prospective. Il faut juste se lancer, il faut y aller. Et il ne faut pas oublier que vous êtes expert et légitime dans votre domaine. Ouais. En fait, peu importe le domaine. le syndrome de l'imposteur, on l'a tous, je pense. Ouais. Voilà, c'est pas une bibi. Et en fait, il faut juste vous rappeler que vous êtes expert, vraiment. On acquiert des compétences d'expertise. Vraiment, en fait, la formation de sciences cognitives, elle est vraiment très bien à Lyon 2. Je m'en rends compte par rapport à des gens qui ont fait un peu plus, par exemple, un truc con, mais neurosciences à Lyon 1. Ils sont vachement moins formés en recherche que nous. À Lyon 2. Un peu à Valréal quand même. Non mais en fait, par exemple dans mon labo, il y a quelqu'un j'ai un mec qui a fini son master en même temps que moi. On n'a pas du tout les mêmes compétences. Parce que nous, on a des compétences en programmation, qu'on a des compétences en statistique, qu'en master de Lyon 1, ils sont beaucoup moins poussés. Donc en fait, tout ce genre de choses, il faut vraiment savoir qu'on a une bonne formation, que quand vous allez sortir de là, vous n'allez pas être des imposteurs. En vrai, vous allez vraiment avoir des connaissances et pouvoir correctement les appliquer, faire du bon boulot. Si vous travaillez bien et que vous avez votre master, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous derrière. Peut-être une dernière question, si quelqu'un a une question dans le public. En général, vous faisiez vos stages dans quelle structure et lesquels ont été les plus enrichissants pour vous? Ok, il va falloir faire super court. L'Institut des sciences cognitives. Moi j'ai fait un stage à l'étranger, ça a pas mal aidé, quoi. Je sais que ma chef, en gros, parce que sur mon CV au final j'étais à Montpellier, après je suis allé à Caen, après j'étais à Maastricht, et en fait surtout d'avoir bougé à chaque fois pour faire ce que j'avais envie de faire, en fait ça a pas mal joué dans ma candidature parce que du coup elle s'est dit que c'était une personne qui était prête à aller en fait là où j'avais envie d'aller, quoi. Et donc du coup là je pense que ça a pas mal aidé en fait de faire un stage, à l'étranger à Maastricht, juste pour montrer en fait que ouais, enfin. Et en général, c'était des stages en recherche plutôt? C'est moi j'ai fait que des stages de recherche personnellement. Moi j'ai fait stage recherche et clinique en hôpital. Et les deux m'ont bien aidé. Tu vois, les deux pensent bien. J'ai que des stages recherche aussi, toujours au CNRS, mais dans différents laboratoires du CNRS. Au début c'était en licence pour voir genre le laboratoire par les langages, comment est-ce que c'était. Après j'ai fait des laboratoires de psychologie cognitive, neurosciences cognitives, etc. Et après, c'est con, mais le CNRS. Après, je sais pas s'il y a beaucoup d'autres laboratoires de recherche en dehors de CNRS. Je ne connais pas toutes les organisations. Mais... C'est à l'INRIA. Il y a l'INRIA. Globalement, en France, ça a quand même un bon rayonnement à l'international, ne serait-ce que CNRS. Donc, c'est un peu safe de faire ces stages-là. Parce que si jamais tu veux partir voir ce qui se passe à l'étranger, tu auras quand même le nom CNRS qui va rayonner et qui va monter ta valeur. En fait, le stage, l'avantage, c'est que ça permet d'essayer. C'est juste ça. J'ai fait des stages depuis ma L2, des petits stages d'un mois. Et comme ça m'a permis d'affiner mon projet à la fin, quoi. Je me suis rendu compte, la recherche c'est cool, c'était bien, bah tiens je vais continuer. C'est à chier. C'est à chier. C'est à chier. Ouais, c'est autre chose. Après, si c'est des stages en recherche que tu cherches, pour découvrir, je sais pas, des types d'entreprises, etc., il y a le pôle de stage ici à Lyon 2, qui sont quand même une bonne ressource. Moi, mes stages, j'ai fait hospitalier, recherche et appliqué, notamment avec l'Institut de recherche biomédicale des armées. Mais les stages que j'ai fait avant licence, je suis passé par le pôle de stage. Mais c'est vrai que si possible, je pense qu'il ne faut pas hésiter à ajouter même des fois des stages qui ne sont pas forcément demandés juste pour soi. Moi, je suis en licence 3L3, j'ai fait un stage volontaire de 2 mois. Je n'étais pas obligé de le faire, en fait, juste j'ai été en psycho, c'était un stage en neurosciences, juste pour voir un petit peu. En fait, du coup, j'étais vraiment allé voir un prof et j'ai demandé est-ce que je peux faire un stage chez vous. Il m'a dit oui, pas de problème. Et rien que ça, et au final, par exemple, je me rappelle, c'était sur des souris, c'est très appliqué, tout ça. Je dis bon, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire, mais mine de rien, ça m'a aiguillé, quoi. Donc je pense que. Et effectivement, il ne faut pas hésiter, comme il dit, c'est. Si tu peux, tu forces pour faire un peu plus de 307 heures et tu as au moins un petit pécule à la fin de ton stage. Ça marche pas super bien, ça marche pas. Moi, ça a marché. Ah, mais toi, t'as de la chance. J'ai fait M1 et M2 pas payé. En général, j'ai eu un plutôt SMIC sur un stage. Quoi? Ah, c'est sûr? C'était assez court ou c'était trop long? Non, mais je te parle. Non, ça va, on est encore pas trop. Tu n'as pas encore pris la parole. Moi, j'ai pas fait de stage. Moi, j'avais un taf étudiant à côté où je travaillais en animation en réalité virtuelle. Donc, ce qui me permettait un petit peu d'appliquer les sciences cognitives
je travaillais, il y avait une nouvelle expérience qui était faite et du coup j'apportais un peu mon expérience. J'en avais pas forcément une très grande, mais c'est vrai qu'on a pas mal, on avait un peu travaillé ensemble. Et du coup pendant mes 3 ans de licence, et après pareil pour ma 4e année, en master 1. Et après j'ai arrêté mes jobs étudiants quand j'ai commencé mon stage de fin d'année. Mais moi j'ai fait que les stages qui étaient obligatoires, mais parce qu'en soi je savais déjà que je voulais m'orienter vers l'entreprise. Et trouver des stages en entreprise, vu que j'avais déjà mon taf à côté, ça faisait trop après. Ouais. Et le job étudiant est relativement bien valorisé pour les entrées en master s'il y a un lien. Moi personnellement j'avais une très belle lettre de recommandation et ça a fait bien aider pour mes lettres qui n'étaient pas forcément toutes brillantes. Donc voilà, un job étudiant ça aide aussi. Et puis les notes pour la fin de votre master, ça compte globalement que si vous voulez faire une thèse derrière. Sinon, une fois que vous Et avez encore, ça compte que pour un financement doctoral, mais si ton directeur il a déjà son financement. Ça veut pas dire on n'a pas eu la même scolarité alors. Non, moi, à aucun moment, c'est C'est vrai? Ça veut pas dire. À l'arrêt de mon profil, en fait, c'était plus. À un moment donné, je me disais, à un moment donné, en fait, c'est. Quel est ton profil? Est-ce que le cours en passe bien? Quelles sont tes compétences? Les notes, ça parle pas tant. Je crois qu'elle met des textos même que c'était pas qui gère, comment dire. Les notes c'était une chose, mais la suivante c'était une autre. Et nous, au niveau anthropo, tu ne peux pas proposer une candidature de doctorat si tu n'as pas au moins 17,5 ou 18. Ah ouais, non. Peut-être dépend des doctorats. Je pense que le vrai facteur, l'impression que j'ai de tous ces facteurs-là, c'est que globalement on se fait une idée du monde du travail quand on est en master. Et une fois qu'on a eu son master, il y a tellement de possibilités, de choses différentes qui sont... C'est ce qui est le plus dur en fait, c'est que c'est de l'incertitude et du hasard, etc. Mais il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de façons différentes de trouver un taf, de trouver une financement de thèse. Il faut savoir naviguer en fait. Mais après, vous êtes à la fac, c'est long d'eux. Vous êtes habitué. Vous êtes habitué à naviguer un peu. Il y a la réponse du master en histoire. Non, mais c'est important de travailler, faire des stages, aimer des bonnes notes, apporter les cours, voilà, citer vos profs dans vos... Bien sûr. Mais il faut aussi s'attendre à devoir se lâcher un peu de tout ça et essayer de naviguer dans l'incertitude, c'est vraiment ça. Pas de pression quoi. Après, je pense que... Sans stress, tout va bien se passer, l'avenir est radieux. Tout est possible, mais il faut rester possible aussi. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup de votre participation. Que dire de plus? Donc, comme je disais au début, vous pouvez retrouver d'autres profils sur notre site, sur le site de la Fresco, donc fédérationfresco.fr. Et donc, je pense qu'il y a une conclusion qui va arriver, un stigma. La conclusion du stigma, c'est du forum. C'est pas à 17h? Ouais, ok. Non, je pense qu'Astrid va le faire, je pense que ça doit se passer ici. Je pense qu'il faut rester ici ou... Je pense que c'est mieux de rester là pour Ok, et donc j'invite si on veut vous contacter, c'est sur, je sais pas, LinkedIn, Twitter, je sais pas. Moi personnellement j'ai un flash code sur mon petit stand, oui, avec tous les contacts. Ok, et pour vous, est-ce qu'on peut vous contacter Bah, je serai là. Moi, sur le site de l'Institut des sciences cognitives. Oui, si vous avez retenu nom, prénom, vous tapez sur internet, vous trouvez. Après, si vous demandez spécifiquement, vous pouvez demander après notre contact, on vous donnera, c'est pas un souci. Tu nous enverras ton lien là, le lien Fresco. Le lien bidule, c'est le lien. Il t'a parlé d'un site. Ouais, le site de la Fresco, fédérationfresco.fr. Ouais, mais apparemment il y a un endroit où il faut qu'on vende des trucs. Et j'ai écouté ce que tu m'as dit. Oui, il faut qu'on s'inscrive. C'est ça, en gros, en arrivant sur le site, tu peux t'inscrire et tu remplis un profil. Okay. Ça sera doctorante par exemple, Ouais. ça peut être alumni au sens que j'ai fini toute la partie études. Okay. Et donc sur cette partie, tu remplis tes infos. Donc si t'es doctorante, on va demander ton type de thèse, ton financement. Okay. Mais si t'es juste alumni, on va plus te demander ton métier, tes activités actuelles, combien de temps t'as mis à trouver, etc. Ok. Et, sur le site de la Fresco, c'est ça. Ok. On a presque dit une pub préparée. Quoi, c'était quoi le lien? Voilà. À toi, c'était. Tu veux qu'on se pousse de la scène? Ah bah, je prends tellement de place. Attends, non. Vas-y, attends, on va te laisser la place. Non, mais c'est juste, remercier tout le monde, merci d'être venu.
Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser la question à l'Afresco ou à Estigma, ou même à vos intervenants. Et merci à vous les intervenants d'être venus, c'était très gentil de venir un samedi, de vous déplacer pour nous. Donc voilà, on espère vous voir l'année prochaine, autant vous que vous. Et voilà, Eulalie. Ça y est, aller chercher, je crois. Ok. Du coup, on organise une petite tombola pour faire remporter un sac Lyon 2, un petit carnet et un petit stylo, des petits autocollants. Est-ce que vous voulez participer? Oui, c'est parti. Non, mais elle est d'autres. Bah ouais, hein. Vous avez déjà... Putain, on a déjà 3. Ouais, c'est ça.